Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir à nouveau nombreux à regarder ce programme. 18h30, 19h50, présidentielle 2027-2025. C'est l'émission spéciale de STV qui va vous conduire jusqu'au scrutin du 12 octobre prochain et au-delà pour évidemment en connaître toutes les infos, les analyses, les commentaires, les dits et les non-dits, les coulisses autour de cette élection présidentielle. La liste définitive, ou du moins des 12 candidats à l'élection présidentielle est désormais connue, même si la liste est publiée hier, encore une dernière phase, il faut le dire. 3 jours à ceux des candidats dont l'investiture, ou du moins prétendant à la candidature dont l'investiture ont été rejetées, notamment celui de M. Hilaire Zipan du parti MP. Ils ont encore 3 jours pour saisir le conseil, ce parti-là, éventuellement pour remplacer le candidat, l'investiture qui a été déchu. Cela dit, le Conseil constitutionnel a tranché, certaines candidatures ont été validées, d'autres ont été rejetées, suscitant des réactions contrastées au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Dans le même temps, la scène politique connaît des recompositions inattendues, départ d'alliés de longue date du RDPC, notamment l'UNDP et le FSNC, émergence de nouvelles coalitions, repositionnement stratégique. La campagne électorale s'annonce qui s'est peut-être tendue, imprévisible et décisive. Alors que les candidats entrent dans le dernier virage avant la campagne officielle, que reste-t-il des rapports de force initiaux? Quel impact auront ces recompositions sur le scrutin en lui-même et comment chaque camp se prépare-t-il pour mobiliser les électeurs dans un contexte de méfiance et de désengagement politique? C'est à toutes ces questions que nous tenterons de répondre ce soir avec nos 3 invités. Basile et Togo, bonsoir. Bonsoir mon cher député, bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à tous qui nous écoutent ce soir dans le cadre de cette émission. Merci de m'avoir convié à cette émission. Je m'appelle effectivement Basile et Togo. Je suis communicant du RDPC. Encore appelé communément communicant du lion. Le lion ici symbolise cet animal politique que beaucoup de chasseurs essaient d'abattre, mais sauf qu'ils ont des armes rouillées. Et c'est un plaisir d'être une fois encore convié à cette émission au regard de la thématique forte et alléchante qui est posée sur la table. Dans le représentant du candidat Paul Biya, Roland Getro-Ekwala, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dipita. C'est un honneur d'être sur votre plateau ce soir, au lendemain de la publication de la liste des 12 candidatures finalement retenues au niveau du Conseil constitutionnel. Et j'espère qu'avec les 2 autres panélistes, nous saurons nous montrer à la hauteur de l'attente de vos millions de téléspectateurs. Vous êtes sur le plateau le représentant du Parti uni pour la rénovation sociale, le PURS. Donc le candidat est Serge Espoir. Matomba. Voilà. Et enfin, Walter Ebele Boumbo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita Tongo. Bonsoir à tous nos copanélistes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis leur maison. Je suis Walter Ebele Boumbo, communicant pour le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, en abrégé MP3. Heureux d'être parmi vous ce soir. Je rappelle que le MP3 est le parti dont Samuel Iramiyodi était le secrétaire exécutif. Il n'est plus là démissionné, c'est bien cela? C'est bien ça, monsieur. Il est désormais militant du FDC. Effectivement. FDC qui a donc porté sa candidature à l'élection présidentielle. Candidature entérinée par le Conseil électoral et confirmée par le Conseil constitutionnel. Effectivement, c'est bien ça, monsieur Dipita Tongo. Heureux de vous avoir tous avec nous. Ce soir, tout au long de cette émission, vous pourrez réagir, si vous le souhaitez, envoyer vos messages ou remarques via le numéro WhatsApp 673 65 75 55. Et ces messages seront lus en fin d'émission. On va donc prendre la transition et revenir à la première rubrique de l'émission. Peut-être important de rappeler le thème tel qu'il est formulé. Candidature validée, alliance perturbée, stratégie relancée, enjeux
pour la suite du Spring. Mais avant, comme vous le savez, nous avons l'habitude de prendre quelques reportages qui plantent le décor. Et on va aller tout de suite à Yaoundé avec ce qui s'est réellement passé ou définitivement passé hier au niveau du Conseil constitutionnel. Olivier Bouzigueux nous rend compte des audiences, ou du moins quelques-unes de ces audiences, certainement les plus attendues. Suivez ce reportage. Renvoyé en délibéré à 15h30 ce mardi, c'était les affaires les plus attendues de cette deuxième journée. Sur les recours du Manidem impliquant Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, l'affaire est jugée recevable sur la forme et rejetée sur le fond, non fondée, déclare Clément Atangana. Conséquence, aucun des deux requérants n'ira à la présidentielle de 2025. Le droit n'a pas prévalu, parce que si le droit prévalait, forcément, le Conseil constitutionnel devait se pencher sur les notions d'authenticité et les notions de fraude, qui ont été brillamment exposées au cours des débats. Donc le Conseil constitutionnel a consolidé la fraude, c'est-à-dire à partir des actes frauduleux, on peut donc entacher le processus électoral. C'est pour ça que nous disons que ce n'est pas la victoire du droit, mais c'est la victoire des manœuvres politiques. Cas similaire, recalé par le Conseil électoral pour pluralité d'investiture, Abdourahmane Amadou, Yam Timba et Jean Baïbek, tous candidats pour l'UPC, ont connu le même sort. Pour moi, c'est une grosse injustice, parce qu'il y avait tous les arguments pour la qualité de ma candidature. Et il y avait tous les arguments contre les candidatures, les pseudo-candidatures rivales, parce qu'elles sont toutes fausses. Je vais continuer à le défendre. Pendant qu'ils font la campagne des présidentielles, moi je continue à faire la campagne que ma candidature était la vraie et d'autres élections arrivent. Cabral Libi s'en sort victorieux. Le recours introduit par Robert Kona pour l'annulation de sa candidature a été rejeté pour défaut de qualité. L'honorable Cabral Libi ira bel et bien à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et que dès l'instant où je vous parle, il peut déjà commencer à préparer sa campagne. Il n'y a plus aucun obstacle de droit sur son chemin. C'est donc une réaction positive. David Choua du MPCN, qui avait sollicité la réintégration de sa candidature, a également été débouté par le Conseil constitutionnel. Ainsi s'achève le contentieux préélectoral dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025. Globalement, les 35 recours qui devaient être examinés ici ont été rejetés, soit non fondés, soit pour défaut de qualité. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les 13 candidats retenus par Elections Cameroun qui vont compétir dans le cadre de cette élection. Le prochain rendez-vous est pris pour la campagne électorale qui devra se tenir 15 jours avant la date du scrutin, suivant les dispositions du code électoral ici au Conseil constitutionnel. On se donne rendez-vous plutôt pour le contentieux post-électoral. Ce sera après le 12 octobre 2025. Le rendez-vous est donc noté, mais avant cela, il y aura évidemment la phase de pré-campagne, du moins la phase de campagne électorale, 15 jours avant le scrutin. Il y aura le scrutin lui-même et le contentieux post-électoral. Mais pour rester au niveau des éléments, disons que Léla Rengaza a rassemblé quelques-uns à son tour, au-delà du contentieux électoral. Voici un cliché de l'actualité, dans et en dehors de la présidentielle. Le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. La décision du Conseil constitutionnel a été rendue ce 5 août, confirmant celle d'Elections Cameroun du 26 juillet dernier. Confronté à l'argument de la pluralité des investitures par le Manidem et à l'affirmation du ministère de l'administration territoriale selon laquelle Anissé Ekane ne serait plus le président de ce parti politique depuis 2021, les juges ont finalement décidé d'écarter celui arrivé deuxième en 2018. Une décision qui n'est susceptible d'aucun recours. Léopold Bessiping, ou l'enseignant abusé qui voulait changer le Cameroun à travers une candidature à l'élection présidentielle. Écarté le 26 juillet par Elecam, le président du Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l'économie ira jusqu'au Conseil constitutionnel où il continue de réclamer son dû, dit-il, à l'État du Cameroun. L'enseignant affirme en effet avoir été suspendu injustement de solde pour avoir créé un parti politique. Propos relayés par Cameroun Tribune. Au Conseil constitutionnel, comme sur la toile,
C'est surtout le rire des uns et des autres qui lui sera servi comme réponse. Elle n'a pas fini. Cabral Libye, définitivement candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce 5 août la requête d'invalidation de sa candidature. Requête soumise par Robert Kona, qui continue de réclamer la présidence du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, et ce malgré les nombreuses décisions de justice le déboutant. Notons qu'on continue à recevoir des réactions à la suite des délibérés du Conseil constitutionnel. C'est notamment ce soir la réaction du PAL, parti de l'Alliance libérale, sous la plume de son président national, Célestin Bédzigui. Il fait une dénonciation de l'exécution, je cite, du professeur Maurice Kamto de l'élection présidentielle du 12 octobre. C'est le contenu, c'est le résumé d'un communiqué publié. Également une réaction du Social Democratic Front de par son président désormais candidat, Joshua Ossi, qui lui également davantage parle d'une expérience qui enseigne qu'il est illusoire de penser qu'une autocratie puisse être renversée par des artifices juridiques ou en s'appuyant sur des institutions et des organisations fragiles. Il ajoute que les événements récents rappellent que la crédibilité d'une démarche politique repose autant sur la méthode que sur la cause qu'elle prétend servir. Par souci d'authenticité, il refuse toute posture hypocrite. Pour finir avec cette phase, les reportages, on poursuit avec une série qu'on a entamée ici il y a plusieurs jours déjà, après le régional Elekam littoral, après Henriette Ekoué. Ce soir, on va écouter Sam Baka, le président de l'AFP, membre du groupe de Douala. Il revient sur quelques faits qui ont marqué les précédentes élections. Ce soir, zoom sur l'élection de 1992. Manifesté en 92 avec l'Union pour le changement qui avait pris fait et cause pour le candidat Froundi. Et je dois dire qu'à cette époque, c'était une affaire de messie. Il fallait un messie. Et c'est sur cela que l'Union pour le changement avait planché. Ils avaient oublié qu'il fallait un programme minimum commun. Ils en avaient parlé, mais ils ne l'avaient jamais monté. Donc les Camerounais ont voté pour Nidjon Froundi dans leur immense majorité. Mais il y a eu d'autres candidats. Et malheureusement, après l'échec, le leader de l'opposition, Nidjon Froundi, a voulu intégrer tout ce qu'il avait soutenu dans le SDF alors qu'ils avaient leur parti politique. Et ça a fini très mal. C'est depuis ce temps que la notion de leader du parti de l'opposition est née et qui devait être préservée. Si nous allons plus loin, nous pouvons constater que c'était une période charnière dans notre pays, mais que nous avons loupé pour des incompréhensions. Demain, avec Sambaka, on évoquera donc le fait qu'il aura marqué pour l'année 1997 avec l'élection présidentielle. Je rappelle le thème, candidature validée, alliance perturbée, stratégie relancée, enjeu pour la suite du sprint, cher monsieur. Le débat est donc ouvert avec cette première question. Que retenir du rôle et surtout des décisions ou des délibérations du Conseil constitutionnel telles qu'on les a vécues lors des audiences du 4 et 5 août, ces 2 derniers jours, avant-hier et hier, Roland, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, d'entrée de jeu, il faut déjà préciser que la Constitution fixe que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle.
Et de ce fait, le Conseil constitutionnel a la charge de s'assurer que le processus électoral est lisible, c'est-à-dire que son mode de fonctionnement est à la portée de tous les citoyens, que son mode de fonctionnement est compréhensible de tous. Bref, il faut s'assurer que l'élection présidentielle est transparente. Ceci depuis l'investiture par un parti d'un candidat jusqu'à l'élection et la cession de ce dernier à la magistrature suprême. Il ne faut donc pas que durant toute cette période, il y ait la moindre irrégularité puisse entacher le processus. Et à cet effet, donc, les partis sont invités à investir le candidat. Quand les dossiers de candidature sont déposés à Elections Cameroun, le conseil électoral, après examination des dossiers, va donc sortir une liste provisoire, ce qui a été fait avec les 13. Et les candidatures déclarées irrecevables peuvent donc faire l'objet d'un recours auprès du Conseil constitutionnel. Et ces derniers, donc, qui ont vu leur candidature rejetée par le Conseil électoral, peuvent donc introduire un recours. Et nous avons donc eu 35 recours qui ont été introduits au niveau du Conseil constitutionnel. Alors le Conseil constitutionnel, sur la base des éléments qu'il a en sa possession, et sur la base des éléments ou des moyens allégués par les requérants, le Conseil va statuer. Il va décider et à l'issue de ces 2 derniers jours, le Conseil a pris des décisions lesquelles, pour certains, suivent véritablement le droit, la règle du droit, et pour d'autres, ils estiment que le droit n'a pas du tout été dit. Mais toujours est-il que le Conseil constitutionnel, sur la base des éléments en sa possession, sur la base de ce qu'il estime réellement être fondé, a pris des décisions. Et nous ne pouvons que nous aligner sur ces décisions, car en effet, il est bien dit que ces décisions ne peuvent point faire l'objet de quelque recours que ce soit. Donc je vais m'arrêter là pour la première prise de parole. D'accord. Basile Togo, sur la même question. Oui, permettez-moi, monsieur le député, avant de répondre à votre question, de faire une discrétion. Pour vous dire qu'au sein du RDPC, l'actualité est marquée, n'est-ce pas, par la note numéro 02 portant désignation des membres de la Commission nationale de campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre à venir. Et cette note dispose que, à la tête de cette commission, nous avons le secrétaire général du comité central, le vice-premier ministre Jean Kueté. Nous avons comme adjoint, n'est-ce pas, au vice-président de cette commission, nous avons le secrétaire général adjoint, le ministre Grégoire Ouna, et nous avons 11 membres ainsi que 5 rapporteurs. Voilà donc l'actualité au sein du RDPC. Cela fait suite, n'est-ce pas, à la circulaire du président national du 16 juillet et à la note du secrétaire général, du président national, circulaire du président national, et à la note du secrétaire général, n'est-ce pas, portant organisation, désignation des membres de la commission de cette campagne électorale et de suivi du scrutin pour le RDPC. Voilà donc l'actualité qui mine le RDPC aujourd'hui. Et vous allez voir qu'au sein de cette commission... Cela sous-entend-il qu'il n'y aura pas de directeur de campagne? C'est le secrétaire général du comité central qui chapeaute la coordination nationale, qui est en principe le directeur de campagne, au regard, n'est-ce pas, des circulaires, des notes que nous avons évoquées là tout à l'heure. D'accord. À la suite de cela, il y a une particularité. La particularité, c'est que au sein, n'est-ce pas, des régions, nous avons certes les commissions régionales, mais pour ce qui est de Douala et Yaoundé, nous avons, n'est-ce pas, des commissions spéciales de campagne. Cela va, n'est-ce pas, à la suite des observations que nous avons eu à noter lors d'un scrutin présidentiel de 2018. Il y a des manquements qui ont été observés. Donc on a corrigé cela. Et vous allez vous rendre compte que la particularité aujourd'hui, c'est que même au sein des commissions communales, qui est pratiquement l'une des dernières commissions, parce qu'il y a la commission régionale,
il y a la commission départementale, il y a la commission communale. Après la commission communale, nous avons les commissions, n'est-ce pas, des villages et des quartiers qui ont été instaurés, n'est-ce pas, au sein de cette grande coordination qui va battre, n'est-ce pas, la campagne du chef de l'État, pour son excellence Paul Biya. À la suite de cela, donc, pour répondre à votre question, je vais tout simplement dire que au départ, on avait 83 actes de candidature qui ont été déposés et conformément à la loi, le Conseil électoral a reçu toutes les candidatures. À la suite, n'est-ce pas, de ces réceptions, il y a un délai qui est préconisé par la loi pour étudier toutes les candidatures. Donc, après étude, 13 candidatures ont été retenues sur la base, n'est-ce pas, de l'article 122 alinéa 2. Qui énumère un certain nombre de documents exigibles dans ton dossier de candidature pour être retenu. Et à la suite de cela, donc, les différents recalés ont eu 72 heures pour faire un recours au niveau du Conseil constitutionnel qui a été fait. Déjà, il faut dire que les différentes candidatures qui ont été recalées, la plupart, n'est-ce pas, c'était à cause du bicéphalisme au sein des partis politiques. De ces partis politiques qui ont été recalés. Bicéphalisme qui a conduit, n'est-ce pas, à l'observation de plus même si de la certains pluralité. partis s'en défendent, hein. Je veux dire que le Conseil n'est pas allé, Conseil constitutionnel n'est pas allé au fond. Au fond. Voilà. Et ce bicéphalisme donc a conduit, n'est-ce pas, à ce qu'on a appelé la pluralité des candidatures qui a été observée. La pluralité des candidatures, c'est quoi? C'est lorsque un parti politique présente au nom de ce parti-là 2 lettres d'investiture, n'est-ce pas, pour le même compte de ce parti. Donc 2 lettres d'investiture à 2 candidats différents pour le même compte de ce parti. Et c'est à la suite de cela donc que cette pluralité de candidatures ont été purement et simplement rejetées. Et le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, a eu les recours, je pense, de 35 recours qui ont été déposés au niveau du Conseil constitutionnel. Il y a 3 ou 4 recours qui faisaient état, n'est-ce pas, de la réintroduction, n'est-ce pas, de ces candidatures-là, en dehors des recours qu'on peut juger fallacieuses, puisqu'elles n'étaient pas vraiment sérieuses. Ces recours ont été longuement observés. Il s'agissait du recours du Manidem, il s'agissait du recours de l'UPC, pour ne parler que de ces 2 recours-là. Et vous allez observer que, après donc les différentes audiences qui ont été faites au niveau du Conseil constitutionnel, l'élément qui a été retenu, c'est que ces partis politiques, notamment le Manidem et l'UPC, ont présenté, n'est-ce pas, plusieurs candidats pour le compte du même parti. Donc, ce qui, au regard de la loi, ne pouvait pas passer. Donc, à la suite de cela, donc, nous pouvons dire que le processus est bien tenu, parce que la loi a été scrupuleusement respectée. Et je vais faire une petite note, une petite observation dans le cadre du MP que vous avez cité tout à l'heure. Le MP avait vraiment une lettre d'investiture à l'endroit de M. Zipan Hilaire, mais sauf que Mme Christine Moulende, qui est la responsable du MP, a contesté, n'est-ce pas, le fait que ce n'est pas le mouvement progressiste qui a mandaté M. Zipan Hilaire à se présenter à l'élection présidentielle, d'où le recours qui a été introduit au niveau du Conseil constitutionnel, et je pense que sa candidature a été recalée. Mais sauf que le MP dispose de 72 heures, n'est-ce pas, pour présenter un autre candidat à l'endroit pour le compte du MP. Donc voilà un peu le bilan, si on peut dire bilan de manière exhaustive, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel et des différents recours qui ont été introduits à ce niveau-là. Pour ma part, je pense que le peuple camerounais doit être serein. Le jeu électoral, c'est un jeu qui est animé du début jusqu'à la fin. Nous sommes juste à une phase. D'accord. Nous irons très prochainement à la publication définitive des candidatures qui ont été retenues. Et chaque candidat choisira, n'est-ce pas, le bulletin, la couleur du bulletin qui l'incombe. Et la campagne électorale sera prononcée 2 semaines avant. Donc, pour ma part, il est important, n'est-ce pas, pour les uns et les autres de se calmer et d'attendre paisiblement que les projets de société des différents candidats soient proposés. Je le dis pour que nous soyons définitivement clairs, les partis concernés, évidemment, ne se reconnaissent pas dans les motifs de double
présidence notamment, donc ou double investiture. Chacun se réclame être le légataire pour investir le candidat. Le Conseil n'a pas voulu rentrer dans le fond et certainement que ceux qui voudront faire entendre leurs droits iront dans les instances appropriées. Walter, sur la même question. Ce qu'il faut souligner ici, c'est le rôle crucial, mais surtout très délicat qu'a joué le Conseil constitutionnel dans l'évaluation des 35 recours, selon le droit et conformément à la Constitution. Si nous devons nous tenir à notre opinion, qui est largement partagée par de nombreux Camerounais, nous disons que c'est assez regrettable que des candidatures sérieuses comme celle du professeur Maurice Kamto du Manidem aient été rejetées. Maintenant, de manière objective, le MP3 est un parti légaliste et respectueux des institutions. Il se dit que le Conseil constitutionnel a dit le droit et nous devons tous nous y conformer. Cela dit, ces décisions ont-elles une incidence sur la suite du processus? Maintenant que les 12 sont connus sous réserve du délai de 72 heures, pour ceux qui voudraient saisir à nouveau le Conseil constitutionnel, est-ce que la carte politique est redessinée? Est-ce que le jeu d'influence est-il retracé? Peut-on penser à de nouvelles alliances pour la suite de ce processus-là? Je reprends cette fois-là avec vous. Absolument. À la publication des 12 qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, le jeu politique, la scène politique va se redessiner. On pourrait d'un côté voir des alliances qui vont naître au niveau des partis politiques engagés dans la course à la présidentielle. De l'autre côté, au niveau de l'électorat qui pourrait se rabattre vers d'autres candidats, mais aussi ce qu'on ne souhaite pas, au niveau de l'électorat, on pourra constater un taux d'abstention, car cet électorat pourrait se sentir lésé au vu de la publication des listes par le Conseil constitutionnel. Donc nous disons effectivement que la scène politique pourra se redéfinir dans les jours à venir. Vous êtes toujours dans les tractations avec votre candidat qui était déjà, avant d'être candidat, il avait déjà mené un certain nombre de... Oui, nous avons dit dès l'annonce de la candidature de M. Ira Miyodi, nous avons toujours été dans une optique de coalition, de programme, coalition d'idées, afin de présenter aux Camerounais un candidat qui serait un candidat consensuel de l'opposition, dont le MP3 et le candidat que nous soutenons ne sont pas fermés à ces différentes possibilités. Roland. Alors, naturellement, à l'issue des audiences au niveau du Conseil constitutionnel, on s'attend bien à ce que les 12, que chacun puisse affûter ses armes et déterminer la stratégie qui lui permettrait de gagner cette élection. Nous, du côté du PUS, avec le candidat Serge Espoir Matumba, nous allons, comme nous l'avons toujours fait, vers le peuple. Nous essayons d'engager une discussion avec le peuple. Et vous voyez, vous, le représentant du MP3 l'a si bien dit. Il y en a peut-être qui seront dans cette optique d'abstention pour une raison ou pour une autre. Mais il nous appartient à nous de savoir définir des stratégies qui pourront les amener à sortir de cette posture d'abstentionniste et de faire valoir leur suffrage. Et nous saurons comment les y pousser. Il faut dire que récemment, nous avons eu une rencontre à Fumban.
Et cette rencontre laisse déjà présager ce qui va sans doute, ou alors ce que sera l'arène politique dans les prochains jours. Il y aura des jeux d'alliance qui vont se dessiner, qui vont se mettre en place. Et nous, au plus, nous ne sommes pas fermés à ceci, à cela. Mais nous espérons surtout que les discussions qui seront engagées ou qui sont engagées vont se faire en toute honnêteté. Et que les gens vont peut-être laisser leur ego et que nous allons tous choisir le programme qui répond le mieux aux besoins, aux sollicitations des Camerounais. Et à cet effet, donc, nous encourageons le candidat Serge Espoir Matumba à poursuivre les consultations comme il sait bien le faire, et nous espérons qu'à l'issue de ces consultations, nous saurons effectivement ce qu'il faut, ou alors nous saurons exactement comment se positionner pour assurer davantage notre victoire. Dans cette dynamique d'échange, quelle est la posture de votre candidat Serge Espoir Matumba? Va-t-il en tant que candidat à tout prix dans les négociations, au candidat qui pourrait éventuellement, au regard qui sait peut-être des éléments posés sur la table, soutenir quelqu'un d'autre? Non, si il advient que la situation impose que quelqu'un d'autre soit candidat, Serge Espoir Matumba ne sera pas contre le fait de soutenir cette Quels sont les éléments d'appréciation de la situation qui devraient imposer ou pas? Le plus important ici, c'est les Camerounais. D'accord. Quel est le programme qui va le mieux correspondre aux besoins exprimés par ces derniers? Et s'il advient qu'un autre programme, ou alors qu'il y ait un programme consensuel, et que ce programme consensuel soit porté, ou alors qu'on estime que ce programme sera mieux porté par quelqu'un d'autre, alors nous serons heureux d'aller derrière cette personne à condition que les engagements soient véritablement respectés et que nous arrivions véritablement à cette souveraineté qui est tant recherchée par le peuple camerounais. Basile, sur l'impact, qui c'est peut-être la légitimité du processus et les perceptions de l'opinion quant aux décisions qui ont été prises, quelles incidences peuvent être notées dans la suite de ce chemin vers l'élection de 2025? Je pense que la première incidence palpable au regard, n'est-ce pas, tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux ou bien dans le landéno social, c'est l'abstention. Certains peuvent estimer que du fait que le candidat a été recalé, que cette élection n'aura plus d'importance pour eux. Mais sauf qu'ils se trompent. Parce que le Cameroun ne se représente pas sur une personne. Il est question d'élire à la tête de ce pays celui qui va gérer pendant 7 ans. Et sur cette base, donc, le premier élément important qu'il faut noter quant au choix de la personne qu'il faut choisir, excusez-moi du pléonasme, c'est la capacité de cette personne-là à fédérer tout le monde vers le même objectif. C'est très important. Parce que nous ne voulons plus, au sein de l'opposition, au sein même des partis politiques, au sein de notre démocratie, qui est très vitale au regard du nombre de candidatures qui ont été déposées, 83. Je pense que c'est inédit au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a quand même ce progrès, n'est-ce pas, au niveau de la sensibilisation, de l'importance de la chose politique au sein des Camerounais, puisque ça suscite, n'est-ce pas, des ambitions, ça suscite, n'est-ce pas, de la volonté à pouvoir démontrer qu'on est même capable de contribuer à faire avancer le Cameroun. Ça, c'est d'un. Maintenant, pour revenir sur la question, je pense que le leadership aussi n'est pas quelque chose à négliger. Le leadership ici est très important en politique. Un leader, c'est celui, n'est-ce pas, qui est capable, n'est-ce pas, de tracer une route et de suivre ces routes-là malgré les obstacles qui s'opposent à lui. Mais, sauf que l'objectif est d'arriver au terminus. Et ici, là, je pense que il n'est pas faible de penser que au niveau des profils des différents candidats qui ont été retenus à date, avant publication définitive et bien évidemment, le profil
tant recherché est celui du chef de l'État, son excellence Paul-Biya. Au niveau de ça, n'est-ce pas, de l'expérience de la personne. Vous savez, diriger un pays, c'est prendre aussi en compte, n'est-ce pas, des aspects extérieurs, la géopolitique. La géopolitique influence beaucoup dans le comportement de nos États aujourd'hui. Nous sommes dans un système mondial où des puissances veulent imposer, n'est-ce pas, leurs doctrines, veulent imposer leurs points de vue au sein de nos États. Pour cela, donc, il faut des personnes qui sont à même capables, n'est-ce pas, d'aspirer, n'est-ce pas, une certaine confiance au niveau de son peuple. Et aussi, heureusement, le chef d'État est celui qui incarne le mieux cette confiance-là. Le nom Paul Biya, c'est déjà un label. C'est déjà un label. C'est quelque chose qui, sur le point de vue international, marque les esprits. Quelle est l'instance internationale qui a labellisé ce nom? Je pense que si vous écoutez les différents chefs d'État africains, je pense à Laurent Gbagbo, je pense à... Ces chefs d'État sont-ils des références ISO? Si oui. Non. Ils ne sont pas des références, mais les paroles portent. Les paroles portent. Lorsqu'on apprécie quelqu'un, il faut le reconnaître à sa juste valeur. Ça, c'est quelque chose d'inédit. Le chef d'État a réussi au 79e sommet de l'ONU à faire élire, n'est-ce pas, le vice-premier ministre Philomon Yang. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut balayer d'un revers de la main. Vous voulez dire. L'ancien premier ministre Philomon Yang, ce n'est pas quelque chose qu'il faut balayer d'un revers de la main. Je pense qu'au niveau de la diplomatie, il a pu, n'est-ce pas, insuffler, n'est-ce pas, sa touche personnelle. Alors, pour revenir un peu sur... avec vous gardez la parole. Pour revenir un peu sur le jeu des alliances. On le sait, les élections antérieures, vous avez également fait alliance avec d'autres partis. Et d'ailleurs, quelques-uns, les plus parlants, ont quitté le bateau. UNDP, FS, NC. Ces départs-là vous affaiblissent-ils? Ça, c'est une très bonne question. Et je vais balayer ça d'un revers de la main parce que au lendemain, n'est-ce pas, de la démission du ministre Issa Chiroma et du ministre Bello Bouba, il y a eu supputation de ce que le RDPC a perdu le Nord, le RDPC est fragilisé. Que non. Pourquoi? Parce que déjà au sein du RDPC, nous avons, n'est-ce pas, des circonscriptions électorales là-bas, du côté du Grand Nord. Je pense à la section, je pense à des sous-sections, je pense à des comités de base, à des cellules. Nous avons 103 sections du côté du Grand Nord. Nous avons 4500 sous-sections. Nous avons près de 10 800 cellules. Et nous avons près de 12 000 comités de base. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est une force politique à ne pas négliger. Ceux qui sous-estiment, n'est-ce pas, cette implantation du RDPC là, je pense que c'est un mauvais calcul politique. Force de cela, je crois que nous avons des alliés. En dehors, n'est-ce pas, de ces deux alliés qui ont quitté le bateau, il y a d'autres alliés, à l'occurrence l'ANDP, le MDR, qui sont toujours avec nous. Il y a plusieurs autres encore qui ont démissionné du FCC et qui ont créé notre parti politique, qui ont déjà déclaré qu'ils soutiendraient le chef de l'État le moment opportun. C'est vrai que dans la cosmopolite, c'est souvent difficile de se séparer, n'est-ce pas, de quelqu'un avec qui on a cheminé. Mais nous sommes confiants de ce qu'en politique, il n'y a pas d'ennemi perpétuel, il n'y a pas non plus d'alliés éternels. C'est la raison pour laquelle, fort, n'est-ce pas, de la perte de ces deux alliés, qu'il ne faut pas négliger, bien évidemment, nous avons associé d'autres figures montantes de la scène politique là, du côté du Grand Nord. Donc, soyez sereins de ce que le RDPC a toujours une forte implantation de ce côté-là, et que c'est même l'occasion idoine pour le RDPC. Vous savez, nous sommes habitués à la difficulté politique. Il arrive souvent que nous allons souvent dans des médias, il y a 4 personnes qui sont contre vous, y compris même souvent le journaliste. Mais nous faisons face. Non, je ne sais pas dans votre cas. J'ai dit dans certains. Oui, quand on regarde des questions qu'ils vous posent, on regarde des pièges qu'ils tentent. Non, vous suivez mon regard. Non, je n'ai pas de regard. Vous êtes assez intelligent. Je suis votre regard, je vous vois. Vous êtes assez intelligent pour comprendre. Je ne vais pas citer ici. Donc, au regard de cela marque une certaine admiration. Parce que quand nous quittons des plateaux, nous sommes habitués à la difficulté. Nous ne fuyons pas l'adversité parce que nous comprenons que les meilleures réussites se font, n'est-ce pas, dans la difficulté. Avez-vous néanmoins repris des tractations avec vos anciens alliés? En politique, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'ennemis
éternel, il n'y a pas non plus d'allié éternel. Et je vais vous faire comprendre qu'il y a même ceux qui disent que la démission de ces deux alliés-là relève d'une stratégie politique. Mais ce n'est pas moi qui vais le dire ici. Vous allez voir, voir à la fin. Mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu que ces mêmes alliés vous retrouvent à nouveau. Après avoir fait le cheval de Troie. Ce n'est pas exclu. Dans le cas adverse. Ce n'est pas exclu. Walter, juste pour savoir, je veux quand même avoir vos lectures également, éventuellement de l'impact de ce départ, du départ de certains alliés du RDPC, de leur position d'alliés. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur cette campagne? Est-ce que ça peut influencer les électeurs dans ce processus? Vous savez, Monsieur Djibita Tongo, lorsque on a des partis politiques qui ont longtemps fait chemin avec le RDPC et qui, pour la plupart, représentent ce que généralement on appelait le bétail électoral du RDPC dans le nord et l'extrême nord de notre pays, qui prennent les distances, qui se dissocient et qui rejoignent, qui viennent renforcer les rangs de l'opposition, ça nous laisse perplexes, ça laisse les Camerounais dans un contexte où on se dit que le RDPC ne convainc plus même ses partenaires les plus proches. Donc, une fois qu'on a dit ça, on voit clairement que les dés sont redistribués sur la table, sur l'échiquier politique, et que cette défection du RDPC participe à renforcer l'opposition dans son ensemble. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le système électoral qu'on a choisi pour le Cameroun, qui a un tour, c'est rarement fait sans des coalitions fortes. J'en veux pour preuve que le RDPC, pour cheminer après 1992 et à partir de 1997, a eu pour allier les partis de Belouba Magari et de Issa Chiroma. Une fois que ceux-ci ne font plus partie de cet appareil-là, tout le monde peut constater que le parti est affaibli. Et d'un autre côté, on observe que malgré cette défection, le parti n'a pas réussi à se joindre à de nouvelles forces politiques. Donc il n'y a pas eu de compensation après ce départ. Tout porte à croire que le parti n'est plus ce qu'il était et que le lion a effectivement un peu maigri. Alors, ces anciens alliés, êtes-vous qui c'est peut-être dans une stratégie éventuelle, prêt à entamer des négociations d'alliance avec eux et vous retrouver dans une coalition? Oui, le MP3 a toujours été... Vous n'avez pas de choix. Le MP3 a toujours été ouvert à... Vous n'avez pas de choix d'alliance, ceux qui répondent à vos... Oui, nous sommes motivés par un programme politique que porte notre candidat et nous sommes prêts à collaborer avec toutes les forces de l'opposition pour atteindre un programme consensuel et peut-être un candidat tout aussi consensuel. Donc on est ouvert, on n'a pas de problème à travailler avec l'un ou l'autre de ces partis-là. Roland, je prends aussi votre avis d'abord sur la défection, si on peut le dire ainsi, des anciens alliés du RDPC, l'impact que ça pourra avoir si éventuellement vous êtes également ouvert à une approche vis-à-vis de ces proches, ces anciens proches du RDPC. Bon, je vais réitérer ce que j'ai dit ici la dernière fois. Ceux qui ont mangé ensemble doivent partir ensemble. À cet effet, si nous devons nous allier aux dissidents de l'Alliance RDPC et ces gens-là, alors ils devraient consentir à nous soutenir. Ce n'est pas le plus qui devrait aller en soutien vers ces partis parce que le mariage qu'ils semblent vouloir, ou la femme qu'ils semblent vouloir répudier aujourd'hui, ils doivent savoir que le bilan de cette femme est également leur bilan. Ils ont été ensemble. Et si aujourd'hui, après toutes ces années, ils estiment que le mariage était mauvais, méchant, je ne sais pas si c'est pas une prophétie ou c'est quoi, mais toujours est-il que
ils ont un bilan commun. Et on ne peut pas déclarer avoir participé pendant des décennies à quelque chose qu'on sait mauvais et vouloir aujourd'hui, lorsqu'on est quasiment en train de perdre sa vigueur, vouloir venir perpétuer un système qu'on dit mauvais. Ça, nous disons formellement non. Maintenant, le communicant du RDPC là, vous a laissé croire qu'il s'agirait d'une stratégie, quoi qu'ils ne veulent pas l'assumer, c'est tout à son mérite. Mais je pense que c'est peut-être une prophétie qui nous annonce. Il y aurait peut-être une réconciliation dans les prochains jours. Et de ce fait, il nous aurait donc envoyé un cheval de Troie. Mais nous, au PURS, nous faisons notre bonhomme du chemin. Nous croyons que le message que nous portons arrive aux oreilles des Camerounais et nous pensons que le peuple a déjà atteint un certain stade de maturité qui lui permet d'intérioriser un message qui lui est salutaire et qu'ensemble nous pourrons donc porter le candidat Matumba au soir du 12 octobre à Etouji. Et à cet effet, nous enregistrons de nombreux soutiens non négligeables. Nous avons par exemple le Parti écologique du Cameroun qui s'associe au candidat Matumba, le Parti de la démocratie et du développement du Cameroun, et également le mouvement debout contre la dépénalisation de ces relations homme-homme, femme-femme là. Donc voilà autant de partis qui se rallient à la cause soutenue par Serge Matumba. Et il y en a, je n'ai que cité quelques-uns là. C'est dire que le message que nous portons depuis 2015 arrive véritablement aux oreilles des Camerounais et ces derniers sont de plus en plus disposés à regarder cette autre voie-là. Et nous espérons vraiment qu'au soir du 12, que les dés seront jetés et que Serge Matumba sera élu président. D'accord. Basile, au-delà de cette phase donc, contentieuse, si on commence à s'acheminer, on l'a dit, progressivement, malgré les tractations, vers cette phase de campagne électorale en elle-même, quelles sont les priorités programmatiques de votre camp? Ok, c'est très bien, merci. Je pense que je ne serais pas sorti de ce plateau sans évoquer les priorités de notre programme. Lorsque vous regardez la déclaration de candidature du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il est basé sur deux axes. Le premier axe, c'est la jeunesse. Le deuxième axe, c'est la femme. Ce mandat qui commence le 12, qui prend effet le 12 octobre, qui prend naissance le 12 octobre, sera un mandat dédié à la jeunesse et à la femme. Et je peux vous assurer que, fort de son expérience, il n'y a que son Excellence Paul Biya qui est capable de faire ces mutations intergénérationnelles. Je vais vous prendre pour exemple en 82, lorsqu'il prend le pouvoir, bien évidemment, le taux des femmes au sein de l'administration, au sein de la scène politique, était de l'ordre de 2 ou 3%. Rendu aujourd'hui en 2025, vous conviendrez avec moi que le taux, n'est-ce pas, des femmes au sein de ces instances-là est pratiquement de l'ordre de 30%. Avant, il n'y avait pas une femme qui était sous-préfète, ou bien alors qui était dans l'administration territoriale. Aujourd'hui, nous en comptons près d'une dizaine. Avant, il n'y avait pas de femmes dans l'armée. Aujourd'hui, nous en comptons plusieurs qui sont des officiers supérieurs. C'est un cheminement. C'est une croissance exponentielle que nous avons vécue. Et lorsqu'on atteint l'âge du chef de l'État, on travaille pour les générations futures, on ne travaille plus pour soi-même. Le chef d'État veut laisser un pays, comme il a lui-même dit, démocratique et prospère. Pour la démocratie, l'on ne peut le nier. Le Cameroun vit les plus belles histoires
de sa démocratie. L'on ne peut le nier. Pour la prospérité, il y a des jalons qui ont été posés, malgré quelques difficultés, là il faut le noter, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de l'accroissement technologique et autres. Mais il y a des avancées notoires qu'il faut quand même saluer. Donc, pour ma part, j'invite spécialement les jeunes à qui ces messages sont adressés de n'avoir Dieu que pour le chef de l'État, son excellence Paul Biya. Parce qu'il est le seul capable, n'est-ce pas, de permettre cette transformation intergénérationnelle que nous aspirons tant et qui est palpable au regard, n'est-ce pas, du plateau même qui est dessiné ici. Moi, je vois des jeunes comme moi qui sont engagés en politique, qui sont des porte-parole des formations politiques. Monsieur Dipita, vous êtes un journaliste, vous avez quand même de l'expérience et vous êtes un ancien dans le domaine. Il vous revient qu'il y a des dizaines d'années en arrière aujourd'hui, il était carrément difficile de voir un communicant du RDPC jeune comme moi. C'est une réalité. Il fallait atteindre un certain âge. Mais aujourd'hui, je porte, n'est-ce pas, la responsabilité d'exprimer, n'est-ce pas, le programme de société du chef de l'État. C'est quelque chose. Cette dynamique à la base ne se reflète pas beaucoup au sommet aussi. Hein. Non, cette dynamique se reflète. D'accord. Nous devons apprendre, n'est-ce pas? Les bureaux politiques. Non, il y en a. Il y en a. Et je vais vous faire dire que lors des renouvellements des organes de base en 2020, il y a une circulaire. Il y a une circulaire, je vais y arriver. Il y a une circulaire qui a demandé à ce que ce soit au niveau du RDPC, que ce soit au niveau de l'OF, on intègre 3 jeunes dans ces différents bureaux-là. Au bureau politique, il y a des jeunes qui y sont. Un exemple. Il y a plusieurs. Si je commence à citer ici, on va pas en finir, il y en a plusieurs. Au niveau de l'administration, vous-même, vous pouvez dénombrer le nombre de directeurs généraux qui sont jeunes. Au niveau, n'est-ce pas, de l'administration territoriale, nous avons vu la nomination récemment des nouveaux sous-préfets. Ah, vous êtes sorti du parti? Oui, non, je suis sorti du parti pour dire que c'est une dimension transgénérationnelle qui est en train d'être opérée. Ce n'est pas simplement à l'intérieur du parti. Cela montre l'écho. Hein, cela traduit, n'est-ce pas, le chemin dont le chef de l'État est en train de tracer. D'accord. Et pour revenir sur le parti, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons au sein de la députation le plus jeune député qui sort du RDPC, le plus jeune conseiller régional qui sort du RDPC, les conseillers municipaux. C'est pour vous dire que ce mandat qui a été mis sur la bannière de la jeunesse et de la femme, c'est un mandat qui doit être soutenu par les jeunes à leur majorité absolue. Roland. Et là, j'invite, n'est-ce pas, les uns et les autres. Le moment opportun a fait le bon choix, et le bon choix, c'est voter pour Paul Biya. Roland, les priorités programmatiques. Alors, je voudrais déjà faire une remarque. Il nous dit que lorsqu'on atteint l'âge du chef de l'État, on ne travaille plus pour soi-même, mais on travaille pour des générations futures. Et je suis surpris d'apprendre aujourd'hui sur ce plateau que avant cette année-ci, ou alors avant aujourd'hui, le président de la République travaillait pour lui. J'ai grandi avec la conviction que les politiques définies étaient pour le peuple, pas pour le président de la République. Bon, j'estime que c'est une erreur. Je l'estime vraiment. Et bon, qu'à cela ne tienne, si ce dernier ne travaillait que pour lui-même, nous saluons tout de même le fait que le jeu politique soit ouvert. Et ça, c'est quelque chose qui nous a apporté. Et parce qu'il est ouvert, nous, au plus, avec notre candidat Serge Espoir Matomba, nous sommes dans une réelle dynamique de consultation. Et à cet effet, la vision du candidat Serge Espoir Matomba est d'attirer de nombreuses forces vers le plus, d'agréger de nombreuses forces autour de sa candidature. Ce ne sont pas seulement les jeunes ou les femmes que nous recherchons, mais nous cherchons également les personnes du troisième âge.
Bref, nous cherchons toute personne qui a sa carte d'électeur, toute personne qui est électeur. Et le discours que nous portons, ou la vision que nous portons, va répondre aux spécificités de chaque groupe de la population. Qu'il n'y ait pas de spécificité des groupes en termes de tranche d'âge, mais des spécificités en termes de genre également, hommes-femmes, des spécificités de toutes sortes. Et nous encourageons justement toute la population à écouter ce message. Et pendant de nombreuses années, nous avons été plus ou moins sous la domination de l'Occident. Le président de la République a fait ce qu'il a fait. Il a réussi à ne pas renouveler les accords coloniaux. Ça, c'est tout à son mérite. Mais il est temps de pousser le bouchon un peu plus loin. Et Serge Espoir Matomba s'inscrit dans cette logique. Pousser vraiment le bouchon plus loin et rompre totalement avec l'ojulatisme qui est encore présent au sein de l'appareil étatique. Nous disons que nous voulons un Cameroun totalement souverain, sans aucune forme de négociation que ce soit. Et la stratégie ou alors les priorités programmatiques visent justement à vulgariser cette vision que nous portons. Nous allons la vulgariser, que ce soit sur le plan national que sur le plan international. Et nous savons que ce message est en train de porter. Il porte, et ceci en témoigne justement tous ces partis qui courent pour manifester leur soutien à la candidature du président ou du candidat Matomba. Et nous espérons que les médias, toutes les instances qui sont impliquées dans ces élections vont vraiment favoriser un jeu transparent et permettre que nous... Vous avez des appréhensions là-dessus? Non, nous n'avons pas d'appréhension là-dessus. Lorsqu'on se fie, bien évidemment, au contexte actuel. Tout à l'heure, il y a un avocat qui disait que les décisions ont été plus ou moins inféodées aux manœuvres politiques. On peut comprendre qu'il faut faire attention et rappeler aux institutions qu'elles doivent garantir un jeu véritablement équitable pour que chaque Camerounais puisse véritablement s'intégrer, se reconnaître dans ce jeu politique et que tous les candidats, et surtout le candidat Matomba, puissent véritablement répandre, vulgariser son programme de telle sorte qu'à l'issue de ce processus électoral, que nous soyons, ou alors qu'il soit élu à la tête de cette République, afin de nous mener véritablement vers l'indépendance, ou alors vers la souveraineté que nous recherchons, une souveraineté économique, éducationnelle, sociale, culturelle, une souveraineté totale. Et nous militons justement en faveur d'une rupture totale avec ce système. Sur la question programmatique, Walter. Merci de me donner la parole, M. Djipita Tongo. Je dirais ici que le programme que porte le candidat Hiram Samuel Iodi est un programme qui est ancré dans nos valeurs africaines et qui est décliné sur 12 clés. Notre programme s'appelle les 12 clés pour libérer le Cameroun, le continent debout. Je vais ici citer les clés les plus essentielles, pour nous les plus symboliques et celles qui vont le plus résonner avec l'ensemble des Camerounais, parmi lesquelles le retour de la dépouille du président Ahidjo et la réhabilitation de nos héros, parce que nous pensons que c'est très important de faire ce pas symbolique, non seulement pour reconnaître ceux qui sont battus pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Nous pensons également qu'il est important d'avoir un grand dialogue national dès 2026 afin de résoudre les problématiques les plus urgentes de notre société. En l'occurrence, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun qui tire bientôt à sa 10e année. Mais aussi un débat qui est de plus en plus sur la table, celui de la forme de l'État.
Nous pensons que toutes les forces politiques ont leur contribution à apporter pour qu'on définisse ensemble une forme de l'État qui convient à tous les Camerounais. Sur le plan de l'éducation, on propose un programme scolaire unique, bilingue, et le plan éducationnel, c'est notre slogan pour l'aspect éducationnel, c'est l'école qui donne le travail. Nous souhaitons que un élève qui sort du système éducationnel camerounais puisse être formé à un métier capable de trouver le travail. On a aussi, par exemple, la double nationalité qui est incluse dans notre programme et aussi l'exemption de visa pour tous les Africains qui comptent venir sur le territoire camerounais, ce qui nous permettra de booster l'économie locale en termes de tourisme, etc. De notre côté, nous avons aussi le statut des médecins et des enseignants qui est actuel depuis pas mal d'années déjà. On se souvient avec les mouvements de OTS et aussi les médecins, l'exode des médecins vers d'autres pays parce qu'ils ne se retrouvent pas dans des conditions propices pour exercer leur métier. Donc on a pensé à eux à travers un statut spécial et la revalorisation de leur salaire et rémunération. Voilà entre autres quelques points que nous avons présentés du programme politique porté par notre candidat. Ce qu'il faut retenir ici, c'est un programme qui est ancré dans les valeurs africaines et axé sur la justice sociale et la prospérité partagée par tous les Camerounais, pas seulement une petite élite. J'observe que vous tous, vous avez pour cible ou principale cible la jeunesse. Vous avez offert, vous n'êtes pas concerné par... Non, nous n'avons pas... Je ne l'ai pas dit ici. D'accord. Nous nous intéressons à toutes les tranches de la population. D'accord. Et chaque groupe de la population, chaque groupe social, je parle ici en termes de tranche d'âge, a des problèmes qui lui sont spécifiques. Et nous n'allons pas uniquement aller chercher les jeunes. D'ailleurs, l'expérience prouve que les jeunes sont ceux qui s'abstiennent le plus. Et nous allons bien évidemment engager un dialogue avec cette jeunesse-là afin de la faire sortir de son abstentionnisme. Toutefois, ce n'est pas la priorité des priorités car aucune voix n'est à négliger. Nous avons un programme totalement inclusif et nous militons en faveur d'une parité et de l'équité. Ceci dans tous les domaines. Il serait donc incongru de se tourner uniquement vers la jeunesse et abandonner les personnes du troisième âge ou autres. Vous avez checké également? Oui, le programme que nous, MP3, on soutient à travers notre candidat Hiram Samuel Ilodi est, comme vous l'avez dit, plus tourné vers la jeunesse parce que les 20-40 ans représentent au moins 45% de la population camerounaise. Le combat que nous menons aujourd'hui, que ce soit nous, MP3, que ce soit au POCE et même le RDPC, c'est un combat pour un Cameroun meilleur, non seulement pour nous aujourd'hui, mais pour nos enfants demain. Donc il est important, en planifiant, en faisant une programmation, en présentant nos programmes, de tenir compte pas seulement de ceux qui sont là aujourd'hui, mais ceux qui sont derrière nous et ceux qui sont à venir. C'est pour ça que nous disons un peu trop que nous, déjà notre cible, c'est les 20-40 ans, comme mon confrère dit. Jadis, c'est eux qui s'abstenaient le plus, mais selon les chiffres de l'ECAM, il y a cette année une participation, une inscription historique, et je ne pense pas que dans ces nouveaux électeurs, il y ait plus de personnes de plus de 40 ans ou de moins de 20 ans. Eux, ils constituent quand même le gros de l'électorat aujourd'hui, et nous avons un programme qui leur est adressé et qui vient résoudre les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. Cible principale, la jeunesse? Écoutez, je pense que le RDP, c'est le seul parti aujourd'hui qui a réussi à concilier les différents statuts, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux. Ici au RDPC, nous croyons que la jeunesse doit apprendre des aînés. Parce que le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que, comme certains partis politiques
dont le seul programme n'est que la jeunesse, le risque c'est que les vieux aussi peuvent à un moment dire non, nous ne voulons plus les jeunes. Nous ne voulons plus des jeunes. C'est ça le problème. Donc si ce problème n'est pas résolu dans le fond, laissez-moi vous dire que dans 10, 20 ans, nous aurons aussi une frange, n'est-ce pas, une catégorie de Camerounais qui diront que non, les jeunes c'est trop, laissez-nous aussi la place. Il faut réussir, n'est-ce pas, à résoudre cette transformation, cette mutation transgénérationnelle. Et c'est la raison pour laquelle l'axe sur lequel le chef de l'État se base, sur son programme de cette année, c'est essentiellement à la jeunesse et à la femme. Cela ne veut pas dire que les jeunes seront les aînés seront délaissés. Non, au contraire. Il faut réussir à faire comprendre, n'est-ce pas, à nos aînés que les jeunes ont aussi la capacité, n'est-ce pas, d'accomplir un certain nombre de tâches, que ce soit des tâches administratives, des tâches locales, électives locales, les tâches même économiques. Et pour cela, nous devons faire très attention. Parce que le discours qui pullule là dehors, c'est qu'on a l'impression qu'on va abattre les vieux. On veut tuer tous les vieux. C'est ça le problème. Et c'est très dangereux en tenant ce genre de discours. Parce qu'ils ont aussi leurs droits, ils ont leurs obligations. Il faut qu'on les respecte. Ne faisons pas, par exemple, que quand tu es vieux, tu ne sais plus à rien. Non. Non. Je vous assure, si nous ne réussissons pas à cela, quelle que soit votre volonté, si on vous donne la clé de ce pays pour gérer et qu'on ne vous en donne pas les secrets, vous ne pourrez pas le gérer. Et qui a les secrets de ce pays? Ce sont les aînés. C'est la raison pour laquelle nous devons démontrer que nous avons la capacité pour qu'ils transfèrent de manière volontaire et de manière légale, n'est-ce pas, le pouvoir à la jeunesse. Mais pas pour que la jeunesse en fasse un dogme personnel ou bien quelque chose où on exclut les autres. Non, mais qu'on intègre sur le fait que tu sois jeune, que tu sois âgé, tu es un Camerounais et que tu as aussi le droit, n'est-ce pas, de gérer ce pays. Je vais sortir. Je ne sais pas si c'est mon dernier temps de parole. On va prendre quelques messages. Je ne sais pas si c'est mon dernier temps de parole. Sinon, je reviens après les messages. Vous pourrez revenir après les messages. Bonsoir le panel. L'opposition appelle quoi programme? Le peuple vous demande d'avoir un candidat consensuel pour battre le RDPC. Le peuple vous regarde. Le reste, on verra après avoir battu le RDPC dans les urnes. Bonsoir le panel. Les enjeux pour la suite du sprint s'avèrent irréversibles pour le renversement du système mis en place. Que les opposants soient vigilants, car ce qui s'est passé en préélectoral sera toujours post-électoral et le mot gravé dans la mémoire depuis 2018 reste irrecevable au Conseil constitutionnel. Je tiens à rendre un vibrant hommage à Maître Moustapha Ngwana pour sa brillante démonstration, preuve par preuve, depuis l'extrême nord. Il y a un camarade du PUR qui vous dit bonsoir. Hein. Il s'appelle Magloire depuis Bokito. C'est pour vous le représentant du PUR. À Bokito, vous avez au moins Effectivement. Vous avez déjà au moins une voix. Je vous ai dit qu'on coupe. Vous avez déjà au moins une voix à Bokito. Effectivement. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi le secret de l'heure. On va s'en tenir là pour. Alors je vous laisse le mot pour terminer. Et chacun fera le même exercice dans la perspective. Le mot pour terminer, c'est que la jeunesse est mobilisée à accorder un mandat de plus au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'effet de permettre cette mutation transgénérationnelle que nous aspirons tant. Et par ailleurs, nous devons démontrer notre ferme volonté à accompagner les institutions de la République et accompagner le chef de l'État. Pourquoi? Parce que malheureusement, la jeunesse aujourd'hui est taxée pour des gens qui n'ont pas du temps pour les choses publiques, comme qui perdent le plus de temps à boire et autres. Non, c'est une mauvaise image que nous voulons essayer, n'est-ce pas, de mettre de côté. Il y a des jeunes comme ceux qui sont sur le plateau là aujourd'hui, qui sont déterminés, n'est-ce pas, à apporter leur contribution à l'avancée du Cameroun. Pour chuter, je dirais que il y a un patriarche qui m'avait dit avant sa mort qu'on ne demande jamais à un vieux de s'élever pour s'asseoir, parce que c'est un manque de respect dans la tradition bantou. Vous savez que Sarkozy a remplacé
Chirac. Nous sommes dans la tradition bantou, nous ne sommes pas la tradition Chirac européenne. a remplacé Mitterrand. Nous ne sommes pas la tradition européenne, nous sommes des bantous. D'accord. Et chez nous, les bantous, on respecte les aînés. Walter, pour terminer. J'aimerais dire à mon copanéliste, à Basile, mon copanéliste, que dans la tradition bantou, le rôle du vieux aussi, c'est celui d'accompagner, de conseiller dans l'action, le jeune dans son action. Comme mot de fin, je dirais, le Cameroun aujourd'hui est à la croisée des chemins. Le monde nous regarde. Je pense que l'élection du 12 octobre 2025 sera l'une des plus suivies au monde. Donc, il est important pour toutes les forces vives en place de se mobiliser pour qu'elles se déroulent dans les conditions les plus paisibles qui soient. J'appelle ici tous ceux qui comptent aller au vote, d'aller effectivement voter, de ne pas renoncer, de suivre un candidat, de voter pour lui et de surveiller leur vote. Le programme que porte notre candidat Hiram Samuel Elodi, comme je l'ai dit plus tôt, est un programme qui est ancré dans les valeurs traditionnelles africaines, qui est vecteur de justice sociale et de prospérité partagée par tous les Camerounais. Roland. Alors je terminerai en disant un toit sur sa tête, 3 repas par jour, l'école et la santé assurée. C'est ce que nous promettons aux Camerounais. À d'autres termes, le monde parfait. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Mais nous leur promettons ce que nous saurons réaliser. Merci Basile, Roland et Walter. Merci d'être venus ce soir pour échanger autour de cette présidentielle. Demain, nous serons encore là, dès 18h30. J'aurai le plaisir d'avoir d'autres invités. Vous, on vous retrouvera certainement plus tard pour davantage porter la voix de vos candidats. Juste derrière, à 20h, retrouvez sur ce plateau, dans le cadre du journal télévisé bilingue sur STV, Christelle Asek-Souele, Makeda Ledi Newton. Quant à moi, c'est demain 18h30. Bonsoir et à demain.